Séville était autrefois un raté complet, sans abri et sans aucun souvenir de son passé. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Car caché en lui se trouvait le pouvoir d'un sorcier suprême, doté d'une énergie magique infinie que personne n'aurait pu imaginer. La vie de Séville ne changea véritablement qu'un jour fatidique. Sous une pluie battante, une mystérieuse et magnifique femme le remarqua dans une ruelle sombre. Cette femme découvrit rapidement que les yeux brillants du garçon étaient identiques aux siens. Elle décida de le recueillir, conduisant Séville là où elle pensait qu'il appartenait, la célèbre académie de magie du royaume de Wina, un lieu qui formait des sorciers et des sorcières d'élite. Peu de temps après, Séville vivait à l'académie depuis déjà 5 ans. Étrangement, durant tout ce temps, son seul exploit avait été de se classer premier en partant du bas, car il était totalement incapable de lancer la moindre magie. À cause de ce résultat, Séville fut convoqué dans le bureau de la directrice pour être interrogé. En chemin, il tomba sur une scène chaotique. Devant le bureau, une petite fille blonde au caractère obstiné criait à tue-tête, appelant sans cesse la directrice par son nom et exigeant de la voir. Comme personne ne lui prêtait attention et que Séville l'empêchait d'entrer malgré le vacarme qu'elle faisait, la fillette l'attrapa sans gêne, l'utilisant comme otage pour menacer les autres. Elle cria que si la directrice n'ouvrait pas la porte, elle ne pouvait garantir la sécurité de Séville. Alors que la situation devenait tendue, un homme loup nommé Indom apparut soudainement. Il désarma rapidement la fillette blonde, faisant voler son précieux bâton lunaire dans les airs avant qu'il ne tombe au sol et ne retrouve sa forme originelle. En voyant cela, le gentil Séville se pencha pour le ramasser. Mais ce geste faillit lui attirer de graves ennuis. Heureusement, la fillette blonde et l'homme-bête intervinrent juste à temps. Sinon, Séville aurait pu perdre la vie. La fillette éclata immédiatement en sanglots, car son bâton avait été repoussé comme une balle. À ce moment-là, la porte du bureau de la directrice s'ouvrit brusquement. La directrice Albus apparut, se plaignant du vacarme à l'extérieur. Lorsqu'elle vit la fillette blonde, Rue, elle fronça aussitôt les sourcils, car il semblait que chaque fois que cette fille apparaissait, les ennuis suivaient. Puis la directrice se tourna vers Séville et annonça qu'il devrait participer à un programme d'entraînement spécial. Elle expliqua que s'il restait éternellement à l'académie, Séville ne progresserait jamais, et que changer d'environnement était sa seule chance. La directrice raconta ensuite l'histoire du royaume, expliquant que nous avions auparavant été plongés dans de violents combats entre les sorcières et l'Église, et que la paix n'avait été obtenue que depuis 5 courtes années. La partie nord du continent, dont Wina, avait commencé à accepter l'existence des sorcières et de la magie, tandis que dans le sud, les gens les considéraient encore comme étranges et effrayantes. La cause profonde de ce changement était le soulèvement d'il y a 10 ans. Mené par le sorcier maléfique connu sous le nom de numéro 13, il avait répandu la magie à travers Wina, rassemblant sorcières et sorciers pour se dresser contre l'oppression, les libérant ainsi de la traque dont ils étaient victimes. Cependant, ces méthodes étaient extrêmement cruelles, entraînant le sacrifice d'innombrables innocents. La directrice Albus elle-même y avait personnellement mis fin. Néanmoins, numéro 13 avait laissé une influence profonde, modifiant dans une certaine mesure la perception que les gens avaient de la magie. À partir de cette histoire, la directrice établit un village de sorcières dans le sud, afin que ceux qui possédaient des pouvoirs ne soient plus considérés comme des parias. Cette fois, Séville y serait envoyé avec d'autres élèves pour améliorer l'image des sorcières aux yeux du public. La directrice précisa clairement que si, au bout de 5 ans, les autorités du village ne les reconnaissaient toujours pas, Séville serait ramené et tous ses souvenirs de l'académie et de la magie seraient scellés. En entendant cela, Rue s'exclama avec admiration pour le plan de la directrice, se portant même volontaire pour être l'enseignante chargée de guider le groupe d'élèves. Bien que la directrice eût déjà désigné quelqu'un d'autre, Rue refusa de céder. Elle promit de superviser les enfants, mais posa comme condition de pouvoir emprunter le livre vide, le tout premier grimoire de magie. La directrice refusa fermement, car il s'agissait d'un matériau interdit contenant un pouvoir capable de détruire le monde entier. Elle suggéra toutefois que Rue pourrait se rendre au village pour rencontrer l'auteur du livre, la sorcière de la boue noire. Rue accepta immédiatement avec joie. Le lendemain, Séville, Rue et plusieurs autres se rassemblèrent à la porte de la ville pour se préparer au voyage. Le groupe comprenait la sorcière senior extravertie Alt ainsi que le lézard humanoïde Cube, un jeune homme qui avait voyagé en de nombreux endroits. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant pour se remplir l'estomac. Là, Rue présenta le bâton de Luden, une arme étrange capable d'aspirer la magie de quiconque la touchait. Seule elle, liée par un contrat, y étant immunisée. Parmi eux, Séville fut le seul à être malade en diligence, obligeant tout le groupe à continuer à pied. En chemin, les conversations devinrent plus ouvertes. Séville révéla qu'il avait complètement perdu la mémoire avant d'entrer à l'académie et que ce stage représentait sa seule chance de prouver sa valeur. S'il échouait,
Ses souvenirs de l'académie seraient eux aussi totalement effacés, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide. Rue afficha sa déception en apprenant qu'il était presque incapable d'utiliser la magie. À chaque tentative, il ne parvenait pas à la contrôler, mais lorsqu'il essayait de la réprimer, il ne pouvait rien activer du tout. La sorcière de l'aube, surnom de Rue, conseilla alors à Séville d'abandonner l'idée de devenir sorcier, estimant que le problème était bien plus grave qu'il ne l'imaginait. À cause de la marche forcée, leur progression prit du retard. Le lendemain matin, le groupe arriva dans une auberge. Pendant le petit déjeuner, ils rencontrèrent deux autres étudiants, des personnes qui avaient auparavant voyagé avec l'homme lézard. Ces deux-là se plaignirent d'avoir été attaqués par une bande de brigands la nuit précédente et racontèrent que, dans un moment critique, le lézard s'était enfui avec la carte et les bagages. Rue devint immédiatement méfiante, affirmant que s'il avait réellement fui par peur, il n'aurait pas pris les affaires avec lui, car cela ne ferait que le ralentir. De plus, en voyant ces deux étudiants en parfaite santé et d'esprit clair, si les brigands avaient voulu les vendre comme esclaves, ils auraient certainement obtenu un meilleur prix. Pourtant, ils avaient ciblé l'homme lézard, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de simples brigands, mais de chasseurs de sorcières. Rue en déduisit que le lézard l'avait compris et qu'il avait volontairement pris la carte pour les attirer ailleurs, se sacrifiant afin de permettre à ses compagnons de battre en retraite. Se sentant responsable de la séparation d'un membre de l'équipe, Rue décida d'aller le sauver elle-même. Elle interdit strictement à Séville et à Hall de la suivre, estimant que de jeunes sorciers inexpérimentés ne feraient que les gêner. Mais, comme toujours, plus elle l'interdisait, plus ils avaient envie de faire l'inverse. Hall eut alors l'idée d'utiliser la magie de divination sur le mouchoir que Rue avait donné à Séville lorsqu'il était malade en diligence, afin de localiser Rue. Tous deux s'enfoncèrent profondément dans la forêt. Soudain, au milieu d'une mare de sang, se trouvait la queue sectionnée de Cud. Leurs visages pâlirent aussitôt, la peur les envahissant à l'idée que l'homme lézard ait été découpé en morceaux par l'ennemi. Cependant, Hall se souvint rapidement que l'auto-amputation de la queue était une méthode de survie courante chez cette espèce et qu'elle repousserait plus tard. Rassurés, ils poussèrent un soupir de soulagement tout en ramassant soigneusement la queue pour l'emporter, au cas où elle serait utile en cas d'urgence. En suivant les traces, ils découvrirent rapidement des empreintes au sol. Deux ensembles provenaient clairement de Cud et de Rue, tandis que les autres appartenaient aux assaillants. Cette fois, il n'y avait donc qu'un seul adversaire. Pourtant, il avait suffi à pousser un sorcier expérimenté comme Cud à abandonner ses affaires et à fuir pour sauver sa vie. Hall frissonna, tremblant en se souvenant de ce qu'elle avait appris sur les juges de Diagne, un groupe de guerriers constitué de condamnés à mort sélectionnés par l'Église, spécialisé dans la chasse aux sorcières par tous les moyens nécessaires. Bien que cette organisation ait été dissoute depuis longtemps, Hall craignait que ces chasseurs au sang-froid n'aient jamais réellement disparu de ce monde. Sa peur n'était pas sans fondement. Dans le passé, lorsqu'elle était enfant, elle avait été témoin d'un chasseur solitaire attaquant la ville qu'elle visitait, massacrant des innocents et réduisant tout en cendres. Il l'avait menacée en disant que si elle était une sorcière, elle subirait le même sort. Terrifié, Hall avait fui, abandonnant son ami attaché à un poteau, un souvenir obsessionnel qui la hantait depuis lors. Pour cette raison, elle hésita, désirant faire demi-tour et battre en retraite. Mais à cet instant, le cri désespéré de Cud retentit du fond de la forêt. Séville saisit immédiatement la main de Hall, déclarant résolument que continuer à avancer pouvait être une sentence de mort, mais qu'il ne pouvait pas rester là à regarder des amis être abandonnés. Ces paroles ravivèrent la flamme du courage en Hall, dissipant les fantômes du passé et la forçant à changer de décision. Cud se cachait alors sur une haute branche d'arbre, tandis que les chasseurs fouillaient méthodiquement les environs, installant des pièges partout. Soudain, il remarqua un fil tendu à travers la branche. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'un piège, il était déjà trop tard. La branche céda, le faisant chuter à travers les buissons. Une flèche jaillit. Cud l'esquiva, mais retomba sur des pieux acérés plantés dans le sol, qui transpercèrent sa jambe. Boitant pour s'éloigner du piège, Cud se protégea prudemment, pensant que d'autres flèches allaient suivre. Mais cette fois, ce qui apparut fut un juge notoire, celui qui le pourchassait depuis toute la nuit. Cud tenta de riposter, mais réalisa avec horreur que la magie n'avait aucun effet sur lui. Toute la nuit, il n'avait plus que le tromper avec des faisceaux de lumière avant de fuir désespérément. Cette fois, le juge se rapprocha rapidement et abattit une énorme masse, projetant Cud contre le tronc d'un arbre, lui faisant cracher du sang. Il baissa les yeux vers la blessure à la jambe de Cud, déjà guérie, et éclata d'un rire dément. Il avait enfin trouvé une prise rentable, et ses yeux étaient emplis de cupidité. S'il pouvait capturer Cud vivant, une bête lézard dotée d'incroyables capacités de régénération, pour la vendre aux chercheurs de l'Église, sa valeur serait inimaginable. Il appela ses subordonnés pour qu'ils apportent une cage. Pris de désespoir,
de sombres souvenirs ressurgirent. Cud se rappela avoir été capturé comme esclave, enfermé dans un cirque, torturé chaque jour pour exhiber ses pouvoirs de régénération devant un public en délire. Cette obsession resta gravée au plus profond de lui jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper, trouve l'académie et devienne un puissant sorcier. Cud serra les dents, plantant ses griffes dans les racines de l'arbre pour s'accrocher à son dernier fragment de liberté. Le juge, furieux, lui écrasa la main. Une douleur extrême arracha un cri à Cud, mais il continua de mordre fermement la racine, attendant son dernier instant. C'est alors qu'une explosion tonitruante déchira l'espace. L'arbre à côté du juge fut fendu en deux par une magie surpuissante. La personne qui venait d'apparaître était Rue, la sorcière de l'aube âgée de 100 ans. Son bâton de Luden rugit avec férocité et se lança à l'attaque. Le juge ne parvint qu'à fracasser l'extrémité du bâton, avant de se mettre à transpirer froidement en réalisant que l'arme tenue par Rue était le légendaire Luden. Rue déclara fièrement son identité. Le juge hésita un instant, mais chargea tout de même imprudemment, abattant l'arbre sur lequel se tenait Rue. En réponse, Rue et Luden balayèrent la zone, faisant s'effondrer la forêt alentour et tuant en un instant tous les chiens enragés sous les ordres du juge. Tout semblait terminé, mais soudain les cris pitoyables de deux étudiants retentirent. Ils avaient été pris en otage par le juge. Hall le reconnut aussitôt comme celui qui avait semé la terreur dans la ville des années auparavant. Tout son corps trembla, figé sur place. Rue entra dans une colère noire, menaçant que s'il osait faire du mal à ses élèves, le bâton l'écraserait. Le juge ricana et exigea un changement de condition. Rue devait jeter Luden à terre et le laisser prendre Séville en otage à la place. Face à ses élèves étranglés sous ses yeux, Rue, le cœur déchiré, n'eut d'autre choix que d'obéir et de lancer le bâton au sol. Le juge recouvrit immédiatement Luden d'un manteau anti-magie, puis ordonna à Séville de le ramasser et de le lui apporter. Séville obéit docilement, mais à la surprise générale, le juge appela directement le nom de Hall. La peur la paralysa et Hall révéla le secret qu'elle était une espionne placée à l'académie par l'Église. La cruelle vérité refit alors surface. Hall se souvint de ses origines. Née avec des cornes sur la tête, considérée comme un monstre, elle avait été envoyée à l'Église par sa propre mère, une croyante fervente. Là-bas, on lui coupa les cornes avant de la placer dans un orphelinat, puis on la força à devenir une espionne infiltrée à l'Académie de magie. Cependant, le temps passé à l'Académie avait transformé Hall. Pour la première fois, elle avait connu l'amitié, le travail d'équipe et le désir de devenir une véritable sorcière. C'est pour cela que, lorsqu'on l'autorisa à participer à ce stage, Hall fut réellement heureuse. Hall s'effondra, se reprochant d'être la cause de tous les dangers qui avaient frappé le groupe. Séville se contenta de sourire, la réconfortant en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Touchée par sa bonté, Hall décida de vivre enfin selon ses propres convictions. Elle utilisa la queue sectionnée de Cud comme sacrifice, invoquant une flamme bleue qui jaillit et se transforma en dragon, fonçant droit sur le juge. Pris de panique, celui-ci arracha immédiatement le manteau anti-magie des mains de Séville pour se protéger. Le manteau bloqua l'attaque et il avança froidement vers Hall, prêt à la punir pour sa trahison. Mais à cet instant, Séville entendit l'appel de Luden. Malgré les cris de Rue lui ordonnant d'arrêter, il fut irrésistiblement poussé à saisir le bâton. Dès qu'il le toucha, le bâton se mit à briller intensément, aspirant l'immense magie qui sommeillait en Séville et libérant une puissance terrifiante. Le bâton avait enveloppé toute la zone dans une immense sphère de lumière. Lorsque l'éclat se dissipa, Séville reprit conscience et découvrit Hall qui le protégeait de son corps, le serrant fort dans ses bras, folle de joie de voir qu'il était encore en vie. Rue, en revanche, était furieuse au point d'en devenir livide. Pour une bande d'étudiants inexpérimentés, oser toucher Luden revenait à chercher la mort. Ils reprirent leur route. En chemin, Séville se demanda pourquoi il avait touché Luden et avait pourtant survécu. Rue lui révéla alors une vérité choquante. La magie contenue dans son corps était presque infinie, dépassant de très loin celle des sorciers ordinaires. C'était pour cette raison que Luden n'avait pas pu le consumer entièrement, et aussi pourquoi Séville n'avait jamais réussi à contrôler la magie jusque-là. Avant de partir, Rue avertit Cud qu'il vaudrait mieux qu'il voyage avec le groupe, mais celui-ci refusa encore avec arrogance. Ce n'est que lorsqu'elle grimpa sur ses épaules en maugréant qu'il accepta finalement à contre-cœur. Ironiquement, lorsqu'ils décidèrent de retourner dans la forêt pour récupérer la queue sectionnée, ils découvrirent qu'elle avait déjà été utilisée par Hall comme sacrifice à la tombée de la nuit. Tandis que l'espace devenait peu à peu silencieux, Séville et Hall s'assirent ensemble près d'un ruisseau désert pour partager leurs sentiments de jeunesse. Pendant ce temps, au loin, l'homme lézard et la vieille sorcière au tempérament humble, Rue, avaient trouvé une petite auberge pour se reposer après leur long voyage. Dans cette atmosphère paisible, Hall décida d'enlever le chapeau qui dissimulait depuis toujours son plus grand secret. Lorsque ses cheveux retombèrent,
une paire de cornes apparut sous la lumière de la lune. À cause de ces cornes, durant toute son enfance, elle avait été rejetée, méprisée et chassée par les regards durs des autres. Cependant, grâce à ce qu'elle avait appris à l'académie et à la confirmation de Rue, Hall avait fini par comprendre sa véritable identité. Elle était une bête déchue, une créature née lorsqu'une sorcière confère son pouvoir à un guerrier bête. Lorsque la sorcière et le guerrier meurent tous deux, l'âme de la bête demeure dans la lignée sanguine de la sorcière, et leurs descendants donnent alors naissance à des bêtes déchues comme elle. Après s'être libérée de ce lourd fardeau, Hall posa avec émotion un léger baiser sur la joue de Séville pour le remercier de lui avoir fait confiance et de l'avoir accepté. Aussitôt après, elle s'enfuit précipitamment, laissant Séville encore incapable de retrouver son calme. À peine Hall parti, la vieille sorcière surgit soudain juste à côté de lui, le réprimandant pour sa jeunesse et son manque d'expérience, le critiquant pour ne pas avoir su saisir l'occasion alors qu'on lui avait donné un signal aussi clair. Le lendemain matin, une terrible nouvelle arriva. 2 autres étudiants du groupe avaient été arrêtés pour avoir divulgué des informations à l'église. Autrement dit, ils étaient des espions. À partir de ce moment-là, seules 4 personnes poursuivirent le voyage vers le village des sorcières. Avant le départ, la vieille sorcière ordonna à Cud de soigner son bras, car un guerrier blessé ne pouvait rien accomplir. Elle ajouta même avec sarcasme qu'un bras n'était pas une feuille de jacquier qui pouvait repousser quand bon lui semblait. Rue le consola en disant qu'il y avait ici une station de recharge, donc aucun risque de manquer de magie. Au cours de la discussion, la vieille sorcière suggéra que le moyen le plus efficace de transférer la magie était un baiser sur les lèvres, mais Hall rejeta immédiatement cette idée, la jugeant déplacée. Finalement, ils convinrent qu'un simple contact peau contre peau, comme se tenir la main, suffisait pour faire circuler la magie. Cependant, si les choses devenaient incontrôlables, Cud risquait d'absorber trop d'énergie, provoquant une explosion mortelle. Pour éviter tout danger, la vieille sorcière décida de superviser l'opération. Elle prit les mains des 2 jeunes hommes, transférant le flux magique de Séville vers Cud. En un instant, grâce au sort de guérison, le bras de Cud ainsi que sa queue perdue repoussèrent rapidement. Tous ceux qui furent témoins de cette scène restèrent bouche bée. Rue était folle de joie, appelant tout le monde à chanter et à danser pour célébrer le pouvoir de la sorcellerie. En quittant cet endroit, ils arrivèrent dans une grande ville. Une calèche conduite sans ménagement passa à toute vitesse, éclaboussant Séville de bout de la tête aux pieds et le laissant dans un état pitoyable. Pour réconforter son élève, Rue mena le groupe dans une auberge qu'elle connaissait bien. Elle disposait d'un vaste bain commun, idéal pour se détendre. Alors que Séville et Cud se prélassaient dans l'eau chaude, Cud révéla enfin la véritable raison pour laquelle il aspirait à devenir sorcier. Il raconta que, par le passé, il avait été traité comme un animal de cirque, exhibé pour divertir les autres. C'est alors qu'une terrible catastrophe éclata dans le nord. Une sorcière devenue folle complota pour détruire le monde. D'une manière ou d'une autre, Cud eut la chance de survivre et fut sauvé par le roi briseur de dragons. Alors que tout le monde le regardait de haut, seul ce héros sourit avec soulagement en apprenant que Cud était en vie. À partir de ce moment, il chérit le rêve d'intégrer le corps magique de l'Église, de devenir quelqu'un de fort et de noble comme son sauveur. L'étape suivante de leur voyage se déroula étonnamment bien. Partout où ils allaient, le groupe était reconnu, et les gens accueillaient chaleureusement Rue. Rue, avec son expérience, savait toujours où pêcher, où se reposer de manière appropriée. Elle enseigna aux jeunes les compétences de survie dans la nature, ainsi que l'utilisation de la magie pour aider les autres, des choses que l'Académie n'avait jamais enseignées. Grâce à la magie de Luden, Rue existait depuis 300 ans. Son corps fonctionnait à la magie. N'ayant besoin ni de nourriture ni de sommeil, et étant immortelle, elle n'avait aucun besoin d'amour ou de procréation. Cette longue vie était devenue ennuyeuse. Ainsi, tout ce qui était intéressant. Soudain, un garçon accourut, paniqué, signalant frénétiquement que cet endroit n'était pas sûr. Il tira la main de Rua, conduisant tout le groupe vers un creux d'arbre, puis érigea une barrière de dissimulation parfaite. Malheureusement, la barrière ne pouvait cacher leur apparence, mais ne pouvait éliminer le son. Juste après, une bête déchue, un tigre blanc, apparut, les poursuivant sans relâche. Ayant perdu la trace du garçon, il menaça à haute voix, disant que si le garçon ne sortait pas, il lui disloquerait toutes les articulations. Grâce au son des battements de cœur rapides, il découvrit rapidement ce caché dans le creux de l'arbre, puis brandit son épée pour briser la barrière. Le garçon tomba à la renverse, et le groupe de Séville ne put plus se cacher. Le garde-tigre les avertit de ne pas être assez stupides pour utiliser la magie, car sa vitesse était certainement plus rapide que tout sort. Dans cette situation dangereuse, Rue choisit de rester en arrière pour servir de diversion. Tout en ordonnant aux jeunes de partir rapidement, Rue fit face à l'ennemi, le provoquant avec assurance.
Le tigre comprit clairement que tourner le dos à Rue à ce moment-là serait suicidaire. D'après sa façon de parler, Rue remarqua qu'il en savait assez sur le bâton magique de Luden, sur le stage et le village des sorcières. Finalement, il décida de battre en retraite, comprenant qu'il ne pouvait gagner. Néanmoins, il avertit encore Rue que si elle continuait à conduire les enfants vers le village, il rencontrerait un désastre. Pendant ce temps, les autres avaient conduit le garçon en sécurité à l'église du village. Devant la porte, un prêtre de paroisse aux yeux bandés attendait. Le garçon Laos courut dans ses bras, se vantant avec excitation que ces gens l'avaient sauvé. Le prêtre non seulement était au courant de l'incident, mais reconnut rapidement qu'ils étaient tous des sorciers. Non seulement le prêtre, mais il semblait que tout le village était déjà au courant de l'arrivée du groupe de stagiaires. Interrogé sur les bêtes humanoïdes qui avaient attaqué en lisière de forêt, il déclara calmement que c'était le garde que la sorcière utilisait pour contrôler ce village. D'un ton las, le prêtre dit que leur présence n'apporterait aucun changement, puis demanda carrément au groupe de partir. Il leur rappela que 2 ans auparavant, le superviseur de l'académie avait abandonné le village aux envahisseurs et avait disparu sans laisser de traces. Depuis ce jour, cette sorcière avait pris confortablement le contrôle, et les villageois n'avaient plus la capacité de résister. En entendant cela, Séville réalisa soudain que leur groupe de stage était entièrement composé de ceux qui étaient méprisés à l'académie. Un espion, une bête déchue rebelle, et lui-même, qui était en bas de la classe. Nominalement, ils étaient envoyés en stage, mais en réalité, ils étaient habilement expulsés sous prétexte de ne pas avoir terminé le stage. Cud se demanda pourquoi les villageois ne demandaient pas l'aide du corps magique de l'église, mais le prêtre rit froidement, affirmant que le corps de nuit ne sauverait jamais un village de sorcières. Alors que le groupe était perplexe, Rue apparut soudain comme un fantôme. Elle reprocha aux étudiants d'être si crédules. Alors qu'il n'y avait aucune preuve montrant que le prêtre n'était pas un complice du tigre dans la forêt. Quand le prêtre demanda pourquoi, si elle le soupçonnait, elle ne l'avait pas tué dès le début. Rue répondit simplement calmement qu'elle préférait observer comment les gens trouvaient toutes sortes de raisons pour justifier leurs mensonges. Finalement, pour éviter de discuter davantage, elle demanda au prêtre d'emmener le groupe en visite du village. Ainsi, le groupe fut ramené au village de stage où le père de Laos attendait anxieusement le retour sain et sauf de son fils. Dès qu'il vit son père, le petit garçon courut dans ses bras, et le père remercia à plusieurs reprises le groupe. Ensuite, il les conduisit à travers le village, racontant des histoires en marchant. Il dit que la sorcière superviseure précédente était en réalité une bonne personne, ce qui fit que Cud ne put retenir sa question. Si elle était vraiment bonne, pourquoi avait-elle abandonné le village aux envahisseurs? Même le père admit qu'il n'en comprenait pas la raison. Les villageois se cachaient désormais tous chez eux, obéissant à la sorcière en évitant les étrangers. Après avoir marché un moment, ils s'arrêtèrent devant une maison délabrée et de travers. Y étaient suspendues 4 figurines de paille ayant l'apparence de personnes exécutées, se balançant au vent. Une scène si effrayante qu'elle glaçait le sang. Le père expliqua que c'était le châtiment que la sorcière avait infligé à quelques-uns qui avaient osé tenter de s'échapper et avaient été capturés, tués brutalement, puis leurs effigies de paille accrochées pour avertir quiconque penserait à quitter le village. Elle était en effet cruelle, mais tant que les villageois suivaient docilement ses ordres, ils pouvaient vivre en paix. De retour dans leur logement temporaire, Rue, furieuse, décida de régler le compte de la sorcière et de résoudre au passage le problème avec le directeur intrigant. Holt proposa de retourner à la capitale royale pour demander de l'aide, croyant que le corps magique écouterait. Mais Séville s'y opposa immédiatement, arguant qu'ils ne pouvaient transformer le village en champ de bataille sanglant juste pour obtenir leur diplôme et qu'ils devaient résoudre eux-mêmes le problème devant eux. L'homme lézard perdit patience, croyant qu'il n'avait aucune chance de gagner. Une sorcière capable de commander un guerrier aussi fort que le frère Tigre, la confronter serait un suicide. Mieux valait y mettre fin eux-mêmes. Séville rétorqua en serrant les dents, disant qu'il ne pouvait accepter cela car une fois qu'il tenait le bâton en main, il ne craignait plus la mort. Mais Holt tremblait encore de peur, refusant de l'admettre. Séville la regarda doucement, disant que si elle ne le voulait pas, Hall et l'homme lézard pouvaient rentrer tandis que lui et le professeur se battraient jusqu'au bout. En entendant cela, les yeux de Hall se remplirent de larmes et elle cria avec désespoir. Elle dit que ce qu'elle craignait n'était pas la mort, mais l'idée entente de le perdre pour toujours. Ces paroles stupéfièrent Séville, qui ne comprenait pas la situation qui faisait éclater Hall en sanglots et s'enfuir. Séville s'apprêtait à la poursuivre pour s'excuser, mais fut retenue par le professeur, qui dit que s'excuser quand on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal ne ferait que blesser davantage la fille. Même l'homme lézard comprit que Hall souffrait car elle considérait Séville comme un véritable ami, et elle ne voulait pas en perdre un autre. Finalement, Séville reprit ses esprits et se précipita pour trouver Hall. Pendant ce temps, Hall était allée à l'église où elle rencontra une fille qui balayait, entièrement couverte.
Voyant Hall pleurer, la fille la réconforta doucement. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, le prêtre apparut soudain, ordonnant à la fille de partir d'un ton dur. Hall fut surprise qu'il soit au courant de sa dispute avec ses amis. Elle l'admit honnêtement et s'apprêtait à retourner s'excuser auprès du groupe, mais son regard s'arrêta soudain sur le bâton du prêtre, qui portait clairement l'emblème de l'association des juges du jour J. En un instant, Holt réalisa qu'il était de l'église. Malheureusement, il était trop tard car des fils d'acier ligotèrent étroitement son corps. Le prêtre se transforma froidement, tirant une faux tranchante comme un rasoir de son bâton et la plaçant contre le cou de Hall, l'empêchant d'appeler à l'aide. Il menaça froidement que si elle voulait encore vivre, elle devait continuer à être une espionne. Au même moment, Seville revint bredouille, incapable de trouver la moindre trace de Hall, son cœur rempli d'inquiétude. Rue décida d'utiliser un sort de pistage et les traces les menèrent à une grotte sombre dans la forêt. En regardant le sol, le groupe frissonna en voyant des flaques de sang. Rue fronça les sourcils, percevant clairement qu'il y avait de nombreux ennemis à l'intérieur. Cud exigea immédiatement la retraite, certain que c'était un piège, mais Rue déclara audacieusement qu'ayant été invité, les invités devaient se présenter. Rue agita Luden pour briser le piège en un instant, mais ne put retenir le Cud paniqué. Rue s'efforça de l'encourager à se souvenir de son rêve de diplômé de l'académie, de rejoindre le corps magique et de devenir une légende comme le roi briseur de dragons. Cependant, Cud choisit la fuite lâche, tournant le dos et s'enfuyant. Juste après avoir quitté la grotte, il se retrouva face au boss tigre blanc. Le tigre ricana, l'incitant à rejoindre son camp. Puis ajouta les mots cruels qu'il avait mangé Hall, dont la saveur était aussi délicieuse que son apparence belle. En entendant cela, Cud entra immédiatement dans une rage folle, son corps entier virant au bleu et au rouge alors qu'il se lançait dans un combat à mort. Pendant ce temps, dans la grotte, Séville émana accidentellement de la lumière magique, allant jusqu'à invoquer une lumière qui éblouit Rue. Elle fut en colère, mais reconnut ensuite que n'importe quelle sorcière rêverait d'avoir un stagiaire avec une source de magie illimitée comme lui. Ces paroles plongèrent soudain Séville dans des souvenirs sombres, le faisant s'effondrer de douleur. Rue lui conseilla de se retirer, mais Séville était déterminé. Tant qu'il pourrait sauver Hall, il ne craignait rien. C'est alors qu'un tentacule géant sortit d'une porte à l'intérieur de la grotte, s'enroula étroitement autour de Séville et l'emporta. Rue se précipita pour le sauver, mais le bâton de Luden fut également arraché par des fils d'acier. Le prêtre se révéla, projetant Rue dans une pièce sombre d'un coup de pied, en disant froidement qu'elle aurait dû le tuer dès le début. La porte se referma, puis dans la lumière bleutée, Séville remarqua une autre jeune femme debout là, irradiant une aura brillante au milieu des ténèbres épaisses. En apercevant l'apparition de l'étrange femme, Séville reconnut immédiatement qu'elle était celle qu'il avait autrefois sauvée de sa vie indéfinie et obscure. La sœur tendit la main, son regard plein d'attente, puis dit qu'elle l'attendait depuis très longtemps. Avant que Séville ne puisse s'interroger ou poser des questions, Rue intervint rapidement, l'en empêchant précipitamment car elle craignait que d'un seul regard, la femme ne puisse le manipuler et le contrôler. De toute évidence, cette sœur n'avait aucune bienveillance envers Rue non plus. D'un claquement de doigts, Rue fut instantanément projetée en arrière, s'effondrant inconsciente au sol. La femme exprima sa déception de voir Séville une fois de plus entourée par ceux qu'elle considérait comme ignorants et ratés, des personnes uniquement obnubilées par la magie potentielle en lui. Elle jeta un chapeau taché de sang, disant qu'il appartenait à Holt, ce qui fit paniquer Séville et le fit crier, demandant ce qu'elle avait fait à son ami. Elle répondit calmement qu'elle avait laissé un mercenaire manger la jeune fille. Cette réponse fut comme une explosion directement dans l'esprit de Séville, le rendant étourdi, le cœur battant la chamade. En entendant cela, Séville réalisa soudain que toutes les blessures et pertes subies par tant de gens étaient directement liées à sa propre existence. Une série de souvenirs fragmentés et douloureux lui revinrent soudain, le faisant s'effondrer sur place. La sœur, qui se disait sorcière, n'abandonna pas, continuant à le séduire, essayant d'attirer Séville à ses côtés pour aller ensemble vers un monde qu'elle jugeait plus adapté. Mais Séville secoua fermement la tête. Il dit que les simples jours heureux passés aux côtés de ses amis étaient la chose la plus précieuse de la vie, car il ne l'avait jamais considéré comme un raté ou sans valeur. Ce qui était adapté, ce qui ne l'était pas, il en déciderait lui-même. Et certainement, parmi les choses dont il avait besoin, elle n'existait pas. En un instant, Séville envisagea de libérer toute sa magie, la concentrant en un coup décisif pour à la fois sauver Rue et arrêter cette femme dangereuse. Mais avant qu'il ne puisse terminer son incantation, Rue se réveilla soudain et l'embrassa étroitement de manière inattendue, donnant à Séville un long baiser. Quand elle le lâcha, Rue sourit et dit que son corps était désormais rempli de magie. Rue récita immédiatement le sort familier que Séville avait utilisé pour punir le juge dans la forêt plus tôt. Du flot de magie débordant, un gigantesque dragon aux 5 couleurs apparut,
arborant une apparence majestueuse, et chargea droit sur la sœur. Mais tout cela devint sans signification. Elle agita simplement la main et toute la magie fut dissipée en un clin d'œil. Au milieu de la fumée qui se dissipait, la sœur rit avec arrogance, se vantant d'être la créatrice de cette magie. Ainsi, l'utiliser contre elle n'était rien de moins que stupide. Elle se présenta comme la sorcière de la boue noire, Zéro, celle qui avait compilé le livre vide, le livre mystérieux contenant toute la connaissance magique. En entendant cela, Séville comprit que dans cette vie, le lien entre eux en tant que professeur et élève était terminé. Zéro s'approcha de Séville, mais étonnamment, au lieu de lancer une attaque fatale, Zéro fit exploser toute la pièce dans un feu d'artifice éclatant de papier. Elle taquina Séville avec espièglerie et annonça qu'à partir de maintenant, elle deviendrait officiellement sa superviseuse. Pendant le stage, Séville était encore étourdie, ne sachant comment réagir, à tel point que tout le monde était stupéfait par l'apparition soudaine de Zéro et sa présence écrasante. Rue dut expliquer que ce n'était qu'un test et que Séville avait réussi à surmonter cette épreuve difficile. Au même moment, Holt parvint également à arriver, faisant soupirer Séville de soulagement en voyant que son amie pulpeuse était toujours en vie. Elle courut l'étreindre fort, et tout devint progressivement clair. Tous les villageois avaient initialement participé à un plan pour les tester. Chaque détail, chaque défi, tout avait été soigneusement arrangé. Le prêtre qui avait menacé Holt n'était en réalité qu'un élément de la mise en scène. Lorsqu'il la força à continuer de faire semblant d'être une espionne, elle lui cracha carrément au visage. Cette simple petite action suffit pour qu'elle réussisse sa partie du test. Il se mit en colère, la frappa une fois, puis lui rendit son bâton tout en demandant à Rue si elle avait réalisé dès le début qu'il ne s'agissait que d'un test. Rue hocha calmement la tête, disant qu'une maison propre, entièrement meublée, n'aurait pas pu être abandonnée pendant 2 années entières. Cela était déjà une preuve évidente. Juste après, Cud et le boss Tigre entrèrent également. Il s'avéra qu'eux aussi avaient surmonté leurs propres défis, ce qui rendit l'homme lézard fou de joie, étreignant ses amis en larmes. Tout le groupe était sain et sauf, ayant survécu au test brutal. Les villageois organisèrent une grande fête de célébration, félicitant les jeunes sorciers et sorcières qui avaient réussi l'épreuve. Pendant le banquet arrosé, Zéro prit à nouveau la parole pour féliciter les étudiants. Holt demanda avec curiosité pourquoi ils avaient été choisis. Zéro expliqua que c'était parce qu'ils étaient tous des étudiants exceptionnellement remarquables, surpassant de loin les gens ordinaires, et que leur caractère devait être testé à fond. Car si des personnes aussi talentueuses choisissaient le chemin des ténèbres, elles deviendraient certainement un terrible désastre pour l'humanité. Zéro évalua Holt comme quelqu'un qui pourrait surpasser même la baie du Croissant, ce que le principe actuel n'avait pas fait en 2 décennies. Quant à Cud, elle croyait que s'il développait et affinait sa capacité de récupération, il deviendrait tôt ou tard un sorcier immortel. Et pour Séville, Zéro avoua qu'il était le seul dont elle ne pouvait discerner les limites du potentiel. Avec une source de magie infinie, Séville pourrait tout à fait vivre pendant des siècles, assez de temps pour se perfectionner et atteindre un pouvoir capable de percer n'importe quoi. Bien sûr, le prérequis restait un entraînement assidu. Finalement, Zéro passa à l'annonce officielle concernant le plan de stage. Chaque personne du groupe aurait son nom sur une boutique dans le village et recevrait des commissions des habitants. Alors qu'elle s'apprêtait à parler plus sérieusement, le frère Tigre et le prêtre l'interrompirent, attirant les jeunes avec un plateau de nourriture appétissante. Après la fête, le groupe retourna à leur maison partagée. Cette nuit-là, ils virent par surprise un homme chevauchant un dragon voler à travers le clair de lune. L'homme lézard faillit devenir fou en reconnaissant immédiatement son idole, le roi briseur de dragons qui était apparu. Le groupe se précipita à la poursuite de l'ombre du dragon. Lorsqu'il atterrit, le roi briseur de dragons s'approcha et leur remit une lettre de l'académie. Le contenu de la lettre stupéfia tout le monde. Le directeur accordait officiellement aux étudiants le droit d'utiliser la magie sans limitation, comme ceux qui avaient obtenu leur diplôme. Cela signifiait qu'ils étaient qualifiés pour participer à de vraies batailles. À leur retour, le groupe raconta la nouvelle à Holt. En l'apprenant, elle regretta profondément d'avoir manqué l'occasion de voir un dragon de près. Elle se plaignit bruyamment, disant que la prochaine fois, elle ne serait définitivement plus au village. Le groupe entendit cela et leurs visages s'attristèrent. Rue les réconforta, disant qu'au moins, elle resterait longtemps pour lire toute la bibliothèque de Zéro, donc son départ serait bien plus tardif. En entendant cela, les jeunes redevinrent joyeux. Ce ne fut qu'à la fin de la nuit, alors qu'il ne restait que l'aube et Zéro, que la conversation prit un ton différent. Zo avoua qu'elle était dans un état d'épuisement magique sévère et que peut-être la raison pour laquelle elle avait attiré Séville était la source de magie infinie en lui. Ensuite, Zi raconta à l'aube le passé douloureux de Séville. Il avait été témoin du meurtre de sa mère sous ses yeux par une sorcière, avait eu sa magie volée,
et même le voleur était mort dans d'atroces souffrances pour en avoir absorbé trop. Ces souvenirs obsédants avaient amené Séville à sceller une partie de son esprit, vivant dans l'incertitude pendant toute son enfance. C'est pourquoi, lorsque Zéro le trouva, elle l'amena à l'académie pour qu'il ait une chance de recommencer. Cependant, ils réalisèrent aussi que si un jour Séville activait accidentellement toute sa magie incontrôlable, il pourrait s'autodétruire. Ainsi, l'amener ici avait aussi pour but de l'observer. L'Aube questionna immédiatement, demandant de quel droit Zéro contrôlait la vie de Séville. En réponse, Zéro révéla calmement un secret choquant. Séville était son neveu, le fils de l'infâme sorcière numéro 13, qui avait volé le livre vide et l'avait utilisé pour répandre la guerre. Le temps passa vite, et plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis le début du stage au village. Cette période n'était pas très longue, mais elle suffit pour qu'ils stabilisent progressivement leur nouvelle vie. Hall était désormais devenue une sorcière polyvalente, capable de répondre à la plupart des besoins des villageois, des trivialités quotidiennes aux demandes plus sérieuses concernant la magie. Les villageois se familiarisèrent peu à peu avec son visage, et chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, ils la cherchaient avec confiance. Cud, avec son expertise en guérison, n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour établir sa position. Il fut accueilli par une clinique locale comme assistant, devenant le bras droit efficace des médecins ici. Chaque jour qui passait, Cud était témoin de la douleur des patients, puis les voyait se rétablir progressivement grâce à sa magie de guérison, ce qui lui apportait une fierté discrète mais profonde. Pendant ce temps, Séville choisit d'ouvrir une boutique directement dans sa propre maison, fournissant de la magie à ceux qui en avaient besoin. Ses clients les plus réguliers n'étaient autres que ses 2 compagnons. Chaque transmission de magie était pour lui comme flotter au 7e ciel, comme une douce euphorie. Après le départ de ses 2 amis pour le travail, Séville commença à s'habituer à tenir le front domestique, acceptant progressivement le rythme de la vie à la maison. Il assumait les tâches ménagères, s'occupait de la maison tout en servant de chargeur pour le groupe à chaque retour de mission. Cependant, lorsque la sorcière de l'Aube vint lui rendre visite, elle ne fut pas très satisfaite du mode de vie enfermé et complètement introverti du jeune homme. Elle le réprimanda avec affection, disant que Séville allait bientôt stagner de cette façon, gaspillant sa jeunesse. Séville sourit, disant qu'il se sentait bien car les gens avaient encore besoin de quelqu'un pour gérer la magie. Et s'il ne faisait pas le ménage, personne ne bougerait le petit doigt. Intérieurement, Séville pensait toujours que c'était une responsabilité, une manière pour lui de ne pas tomber dans le vide, quelque chose qu'il craignait en se souvenant des paroles de Zéro. Voyant cela, Rue fut touchée. Elle tira une chaise, l'attira près d'elle et le serra dans ses bras, sa voix plus douce que d'habitude. À ses yeux, Séville n'était pas différent d'un oisillon ayant encore besoin d'elle pour voler loin. Pas question de rester à jamais dans une cage. C'est pourquoi elle décida de trouver un moyen de pousser le jeune hors de la maison pour lui donner l'occasion de sortir. Elle demanda à Séville d'accomplir une tâche simple, aller cueillir des feuilles de thé pour elle. En chemin, Séville rencontra par hasard Laos. En entendant qu'il cherchait des feuilles de thé, le petit garçon proposa avec enthousiasme de montrer le chemin, affirmant savoir exactement où se trouvaient les meilleurs. Ainsi, tous 2 s'aventurèrent profondément dans la forêt. De loin, Séville les vit et parut inquiet. La forêt profonde n'était pas un endroit sûr pour un petit garçon sans protection. Mais avant que ces avertissements ne les atteignent, Laos avait déjà boudeur et avait grimpé à un arbre pour se cacher. Séville l'appela à plusieurs reprises, lui disant de descendre. Mais Laos ne marmonna qu'un aveu. Il avait essayé de frimer, de prétendre tout connaître, et les avait égarés tous les 2. Séville soupira doucement, puis guida gentiment le petit garçon pour retrouver le chemin du retour. En tâtonnant, Laos découvrit soudain une souris grignotant le bas du pantalon de Séville. C'était l'animal familier de Lily. Le petit garçon fut ravi, disant que la bête les guiderait sûrement. Ils se dépêchèrent de la suivre et, effectivement, peu après, tous 2 revinrent sains et saufs à l'église. La première scène fut celle de la mère de Laos qui attendait. Elle entra dans une colère noire, gronda son fils. Derrière Séville, une silhouette grande apparut. Le prêtre, au visage froid mais à l'énergie ardente. Il invita Séville à entrer dans l'église pour le thé et des gâteaux. À l'intérieur, Lily était également présente. Immédiatement, le prêtre demanda à la jeune fille d'enlever son chapeau pour parler correctement, mais Lily refusa catégoriquement, craignant d'effrayer les invités. Il n'écouta pas et lui arracha brusquement son chapeau. Les oreilles de souris étaient clairement visibles, mettant Lily extrêmement mal à l'aise, souhaitant trouver un trou pour s'y cacher. Le prêtre, cependant, resta calme, lui disant de ne pas en faire tout un plat et de préparer rapidement à manger. Lorsque la nourriture fut servie, le prêtre se tourna pour réprimander vertement Séville, lui reprochant d'avoir osé s'aventurer dans la forêt dangereuse juste pour cueillir du thé alors qu'il y en avait plein autour de la maison de Zéro. Cependant, il l'encouragea aussi,
disant qu'aller à beaucoup d'endroits et apprendre beaucoup d'expériences l'aiderait à mûrir, plutôt que de toujours se cacher à la maison. En quittant l'église, Séville rencontra Hall. Elle fut surprise de le voir consentir à sortir et essuya doucement les traces de nourriture encore au coin de sa bouche. Mais les yeux de Séville remarquèrent immédiatement la tache de sang sur sa manche. Hall s'empressa d'expliquer que ce n'était pas son sang, mais celui d'un mercenaire lorsqu'elle et le frère Tigre étaient allés dans la forêt pour tuer des loups sauvages. En réalité, pendant cette bataille, Hall avait été si effrayée qu'elle n'avait pas pu réciter ses sorts à temps. Un mercenaire avait dû se lever pour la protéger et avait été blessé. Un sentiment d'impuissance l'envahit, faisant éclater Hall en sanglots. Lily, passant par là, vit cela, vint la réconforter et l'emmena. Rue, qui avait secrètement suivi toute la scène, sortit de sa cachette, rappela Séville et dit que quelqu'un avait besoin de sa magie. Ils se rendirent immédiatement auprès de Z, sans réfléchir. Dès qu'elle vit son neveu, Zéro se précipita pour embrasser le jeune garçon afin de reconstituer sa magie, puis utilisa une magie de guérison avancée sur le frère Tigre. Le résultat fut miraculeux. Le corps du frère Tigre se rétablit presque instantanément, tout son corps soulagé. Mais ses premiers mots ne furent pas de gratitude, mais de jalousie. Il était mal à l'aise de voir Zéro si proche du jeune garçon. Pendant ce temps, Séville était anxieusement inquiet de savoir si l'accident de Holt entraînerait une évaluation négative pour elle. Mais Zéro et le frère Tigre l'assurèrent tous deux que cela n'était pas encore arrivé au point de l'expulsion. Le frère Tigre l'instructa seulement solennellement de mieux coopérer la prochaine fois. Séville se souvint soudain de la hausse et se dépêcha de retrouver le petit garçon pour lui donner une autre occasion d'aller dans la forêt avec lui. Zéro comprit alors clairement que Rue avait délibérément monté un plan, ordonnant à son neveu de faire des courses pour attirer Séville hors de la maison.